Shirley de Charlotte Brontë. Partie 2, chapitre 5. Rush Edge, un confessionnal. Chacun disait qu'il était grand temps pour M. Moore de revenir. Tout Briarfield s'étonnait de son absence, et Winbury et Nunneley apportaient chacun sa contribution séparée d'étonnement. Savait-on pourquoi il demeurait si longtemps absent ? Oui, on le savait, 20 fois pour une. Il y avait du moins 40 raisons plausibles données pour expliquer cette inexplicable circonstance. Ce n'étaient point les affaires qui le retenaient. Il avait terminé depuis longtemps celle pour laquelle il était parti. Il n'avait pas tardé à découvrir et à atteindre ses 4 chefs d'émeute. Il avait assisté à leur jugement et entendu leur sentence, et les avait vus embarquer pour la transportation. Cela était connu à Briarfield. Les journaux en avaient parlé. Le Stillborough Courier avait donné tous les détails avec amplification. Nul n'avait applaudi à sa persévérance et salué son succès, quoique les propriétaires de fabriques en fussent contents, espérant que les terreurs de la loi paralyseraient à l'avenir les progrès sinistres de la désaffection. La désaffection, cependant, grondait toujours. Elle prononçait de sinistres serments et portait d'étranges toasts arrosés avec la bière frelatée et le gin des cabarets. Le bruit courut que Moore n'osait pas revenir dans le Yorkshire, qu'il craignait pour sa vie, qu'il savait menacé. « Je lui ferai savoir cela, » dit M. York, lorsque son contremaître rapporta ce bruit. « Et si cela ne le fait pas revenir au galop, rien n'y fera. » Cela, ou quelque autre motif, réussit enfin à le rappeler. Il annonça à Joe Scott le jour où il arriverait à Stillborough, en lui commandant de lui amener son cheval. Et Joe Scott, en ayant informé M. York, ce gentleman se décida à aller à sa rencontre. C'était un jour de marché. Moore arriva à temps pour prendre sa place habituelle au dîner de l'hôtel. Un peu en sa qualité d'étranger, et aussi comme homme de marque et d'action, les manufacturiers réunis le reçurent avec une certaine distinction. Quelques-uns, qui en public eussent à peine osé le reconnaître, de peur qu'une partie de la haine et de la vengeance amassée sur lui ne vînt à tomber sur eux, en particulier, l'accueillaient comme leur champion. Quand les vins eurent circulé, leur respect se fut changé en enthousiasme, si l'inébranlable nonchalance de Moore ne l'avait retenu dans des bornes froides et réservées. M. York, le président perpétuel de ces dîners, regardait l'attitude de son jeune ami avec une extrême complaisance. Si une chose pouvait plus qu'une autre remuer son tempérament ou exciter son mépris, c'était de voir un homme séduit par la flatterie ou exalté par la popularité. Si quelque chose le charmait tout spécialement, c'était le spectacle d'un caractère populaire, incapable d'attacher aucune importance à sa popularité. Je dis incapable. Le dédain l'eût irrité. C'était un plaisant spectacle pour M. York de voir Robert renversé dans sa chaise, calme et presque arrogant, tandis que les drapiers et les fabricants de couvertures vantaient ses prouesses et répétaient ses hauts faits. Beaucoup d'entre eux entremêlant leurs flatteries de grossières invectives contre la classe ouvrière. Son cœur se dilatait à l'agréable conviction que Moore était profondément humilié de ces grossiers éloges, et qu'il se méprisait lui-même ainsi que son œuvre. Il est aisé de rire des outrages, des reproches, de la calomnie. Mais le panégyrique de ceux que nous méprisons est pénible. Souvent, Moore avait affronté, avec une brillante assurance, les hurlements de la foule dans d'hostiles réunions. Il avait bravé l'orage de l'impopularité avec une brave contenance et une âme fière. Mais il baissait la tête sous les louanges de ses marchands, et se montrait attristé de leurs congratulations. York ne put s'empêcher de lui demander comment il trouvait ses soutiens, et s'il ne pensait pas qu'ils fissent beaucoup d'honneur à sa cause. « Mais quel malheur, mon garçon !» ajouta-t-il, « que vous n'ayez pas fait prendre ces 4 pauvres diables. Si vous aviez accompli ce haut fait, l'aristocratie de ce district eût dételé les chevaux de la voiture, s'y fût attelée, et vous eût traîné dans Stillborough comme un conquérant. » Bientôt, Moore quitta la table et la compagnie et se mit en route. Moins de 5 minutes après, M. York le suivit. Ils sortirent de Stillborough ensemble. Il était de bonne heure pour rentrer à la maison, mais néanmoins, le jour était déjà avancé.
Le dernier rayon du soleil ne dorait plus les bords des nuages, et la nuit d'octobre commençait à jeter son ombre sur les marais. M. York, modérément égayé par ses libations modérées, et n'étant pas fâché de voir Moore de retour dans le Yorkshire, et de l'avoir pour camarade pendant la longue route qu'il avait à parcourir, fit en grande partie les frais de la conversation. Il parla brièvement, mais avec ironie, du jugement et de la sentence. Il passa ensuite au bavardage de l'endroit, et il attaqua Moore sur sa propre position. « Bob, je crois que vous êtes joué, et vous le méritez. La fortune est tombée amoureuse de vous. Elle vous avait destiné le premier prix de sa roue. Elle ne vous demandait que d'étendre la main et de prendre. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez demandé un cheval, et vous êtes parti chasser dans le Warwickshire. Votre amante, la fortune, je veux dire, s'est montrée parfaitement indulgente. Elle a dit « Je l'excuserai, il est jeune ». Elle a attendu, comme la statue de la patience, jusqu'à ce que la chasse fût finie et le gibier atteint. Elle croyait que vous reviendriez et vous montreriez bon garçon. Vous auriez pu encore avoir le premier prix. Elle a été surprise, au-delà de toute expression, et moi aussi, de voir qu'au lieu de revenir au galop déposer à ses pieds vos lauriers de cour d'assises, vous aviez froidement pris le coche pour Londres. Ce que vous alliez faire là, Satan le sait. Rien autre, je crois, que vous ennuyer. Votre visage n'a jamais eu la blancheur du lys, mais il est maintenant vert olive. Vous n'êtes pas aussi joli que vous l'étiez, mon garçon. Et qui va donc avoir le prix dont vous me parlez tant ? Seulement un baronnet, rien que cela. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'elle ne soit perdue pour vous. Elle sera Lady Nunneley avant Noël. C'est tout à fait probable. Mais c'est ce que vous n'auriez pas dû être, fou que vous êtes. Je jure que vous auriez pu l'avoir. Sur quelles preuves vous fondez-vous, monsieur York ? Sur toutes sortes de preuves, sur l'état de ses yeux et la rougeur de ses joues. Elle se colorait lorsqu'elle entendait prononcer votre nom, quoique d'habitude elle fût pâle. Ma chance est tout à fait perdue, je suppose. Elle devrait l'être. Mais essayez, la chose en vaut la peine. Je ne fais pas grand cas de ce Sir Philip Nunneley. Il écrit des vers, dit-on, il fait des rimes. Vous valez mieux que cela, Bob, dans tous les cas. Est-ce que vous me conseilleriez de me proposer, si tard qu'il soit, monsieur York, à la 11e heure ? Vous pouvez tenter l'expérience, Robert. Si elle a un faible pour vous, et sur ma conscience je crois qu'elle l'a ou qu'elle l'a eu, elle pardonnera beaucoup. Mais vous riez, mon garçon. Est-ce de moi ? Vous feriez mieux de rire de votre propre perversité. Je vois maintenant que vous riez du mauvais coin de votre bouche. Vous avez en ce moment l'air de très mauvaise humeur. Je me suis si fort maltraité, York. Je me suis tellement agité sous la camisole de force. Je me suis tordu si violemment les poignets sous les menottes. Je me suis frappé si rudement la tête contre le mur. Ah, cela me fait plaisir. Vous avez eu là-bas un rude exercice. J'espère qu'il vous a fait du bien, qu'il vous aura enlevé un peu de votre présomption. Ma présomption ? Quelle est-elle ? Vendez-vous cet article ? Connaissez-vous quelqu'un qui le vende ? Donnez-moi son adresse. Il aura en moi une excellente pratique. Je disposerai à la minute de ma dernière guinée pour en faire l'acquisition. Est-ce vrai, Robert ? Je trouve cela épicé. J'aime un homme qui parle à cœur ouvert. Qu'est-ce qui va mal ? Le mécanisme de toute ma nature, la machine de cette usine humaine, la chaudière, c'est-à-dire le cœur, est près d'éclater. Il faut imprimer cela. C'est remarquable. Ce sont presque des vers blancs. Vous allez vous lancer dans la poésie tout à l'heure. Si l'inspiration se présente, donnez-lui son cours, Robert. Ne vous gênez pas de moi. Je le souffrirai, pour cette fois. Hideuse, atroce, honteuse méprise. On peut en un moment commettre ce que l'on déplorera pendant des années, ce qu'une vie entière ne pourra effacer. Continuez, mon garçon, continuez, cela vous fait du bien de parler. Le marais est devant nous, et il n'y a autour de nous aucun être vivant à 1 mille à la ronde. Je parlerai. Je n'ai pas honte de vous dire ce que vous allez entendre. J'ai une espèce de chat sauvage dans ma poitrine, et je veux que vous soyez le premier à savoir comment il sait hurler. Pour moi, c'est de la musique. Quelle grande voix vous avez, vous et votre frère Louis.
Quand Louis chante, son organe moelleux et profond, comme celui d'une cloche, me fait trembler. La nuit est calme, elle écoute, elle se penche vers vous maintenant, comme un noir prêtre vers un plus noir pénitent. Confessez, mon garçon, ne cachez rien. Soyez candide comme un méthodiste convaincu, justifié et sanctifié à un meeting d'épreuves. Faites-vous aussi méchant que Belzébub. Cela soulagera votre conscience. Aussi vil que Mammon, devriez-vous dire. York, si je descendais de cheval et me plaçais en travers de la route, voudriez-vous avoir la bonté de passer sur moi au galop, aller et retour une 20aine de fois? Avec le plus grand plaisir, s'il n'y avait l'enquête du coroner. Ah, Hiram York, je croyais certainement qu'elle m'aimait. J'ai vu ses yeux étinceler radieusement lorsqu'elle m'avait découvert dans une foule. Je l'ai vue rougir comme une cerise en m'offrant sa main et me disant « Comment vous portez-vous, monsieur Moore ?» Mon nom avait sur elle une influence magique. Quand d'autres le prononçaient, elle changeait de contenance. Je le savais. Elle le prononçait elle-même de son ton de voix le plus mélodieux. Elle était cordiale pour moi. Elle prenait intérêt à moi, elle me voulait du bien et saisissait toutes les occasions de me servir. Je méditais, je réfléchis, je pesais, je surveillais, je m'étonnais. Je ne pouvais arriver qu'à une conclusion. C'était de l'amour. Je la regardais, York. Je vis en elle la jeunesse et un genre de beauté. Je vis en elle la puissance. Sa richesse m'offrait le moyen de racheter mon honneur et de me soutenir. Je lui devais de la reconnaissance. Elle m'avait aidé généreusement et efficacement, par un prêt de 5000 livres sterling. Pouvais-je me souvenir de ces choses? Pouvais-je croire qu'elle m'aimait? Pouvais-je entendre la sagesse me presser de l'épouser et négliger de chers avantages, fermer l'oreille à toute flatteuse suggestion, dédaigner tout conseil sensé et l'abandonner? Jeune, gracieuse, aimable, ma bienfaitrice était attachée à moi, amoureuse de moi, avais-je coutume de me dire. Je restais sur le mot, je le répétais, avec une agréable et pompeuse complaisance, avec une admiration dédiée entièrement à moi, qui n'était pas même diminuée par mon estime pour elle. En vérité, je souriais en secret de sa naïveté et de sa simplicité d'être la première à aimer et à le laisser voir. Votre cravache me semble avoir un manche lourd et solide, York. Vous pouvez la brandir sur votre tête et me jeter en bas de la selle si vous le voulez. Prenez patience, Robert, jusqu'à ce que la lune se lève et que je puisse vous voir. Parlez simplement. L'aimiez-vous ou ne l'aimiez-vous pas? J'aimerais à le savoir. Je suis curieux. Monsieur, je dis qu'elle est très jolie, à sa propre manière et très attrayante. Elle semble par moments un composé de feu et d'air, devant lequel je reste émerveillé, avec la pensée de la presser et de l'embrasser. Je sens en elle un puissant animal pour mon intérêt et ma vanité. Je ne me suis jamais senti attiré à elle, comme si la nature l'avait destinée à être la seconde et la meilleure partie de moi-même. Lorsque cette idée se présenta à moi, je la repoussai en disant brutalement « Je serais riche avec elle et pauvre sans elle. En l'épousant, j'agirais en homme pratique et non en héros de roman. » Résolution fort sage. Quel malheur en est-il advenu, Bob? Avec cette fort sage résolution, je me rendis à Filthead un soir d'août dernier. C'était la veille même de mon départ pour Birmingham, car vous le voyez, j'avais besoin de m'assurer ce splendide prix de la fortune. J'avais préalablement envoyé un mot pour solliciter une entrevue particulière. Je la trouvai à la maison, et seule. Elle me reçut avec embarras, car elle pensait que je venais pour affaires. J'étais assez embarrassé moi-même, mais décidé. Je ne savais pas trop comment entamer la conversation, mais je m'y pris, d'une manière rude et ferme, quoique avec assez de frayeur, je puis le dire. Je m'offris moi-même, ma belle personne, avec mes dettes pour apport matrimonial. Je fus vexé. Je fus irrité de voir qu'elle ne rougissait, ni ne tremblait, ni ne baissait les yeux. Elle répondit « Je doute, si je vous ai compris, monsieur Moore. » Et je fus obligé de répéter une seconde fois la proposition, de la formuler aussi clairement que l'ABC, avant qu'elle vît pleinement de quoi il s'agissait. Et alors, que fit-elle? Au lieu de bégayer un tendre « oui », ou de garder un silence doux et confus, ce qui eût été aussi bon, elle se leva,
fit 2 fois à grands pas le tour de la chambre de cette manière qui lui est propre, et s'écria « Dieu me bénisse !» York. J'étais debout devant le foyer, le dos contre la cheminée, je m'y appuyais et m'attendais à quelque chose, je m'attendais à tout. Je connaissais mon sort et je me connaissais. Il n'y avait pas à se méprendre à son aspect et à sa voix. Elle s'arrêta et me regarda. « Dieu me bénisse !» répéta-t-elle impitoyablement, avec cet accent choqué, indigné et pourtant triste. « Vous m'avez fait une étrange proposition, étrange de votre part, et si vous saviez comment vous l'avez formulée et quel air vous aviez en me la faisant, vous seriez effrayé de vous-même. Vous parliez plutôt comme un brigand me demandant ma bourse que comme un amant me demandant mon cœur. Étrange sentence, n'est-ce pas, York? Et je savais, lorsqu'elle la prononçait, qu'elle était aussi vraie qu'étrange. Ses paroles étaient un miroir dans lequel je m'apercevais. Je la regardais, muet et farouche. Elle me remplissait de rage et de honte. « Gérard Moore, vous savez que vous n'aimez pas Shirley Kildare, me dit-elle. J'aurais pu me répandre en faux serments, jurer que je l'aimais, mais je ne pouvais mentir en face de son pur visage, je ne pouvais me parjurer en sa présence. D'ailleurs, de tels serments creux eussent été vains et inutiles. Elle ne m'aurait pas cru, plus qu'elle n'aurait cru le fantôme de Judas, s'il se fût dressé alors devant elle. Son cœur de femme avait des perceptions trop subtiles, pour qu'elle prît mon admiration moitié grossière pour le sincère et véritable amour. Qu'arriva-t-il ensuite, demanderez-vous, monsieur York? Eh bien, elle s'assit dans l'embrasure de la fenêtre et pleura. Elle pleura passionnément. Non seulement ses yeux étaient inondés, mais ils lançaient des éclairs. Ils brillaient sur moi, grands, sombres, hautains. Ils me disaient « Vous m'avez affligé, vous m'avez outragé, vous m'avez trompé. » Bientôt, elle ajouta la parole au regard. « Je vous respectais, je vous admirais, je vous aimais, dit-elle. Oui, autant que si vous eussiez été mon frère. Et vous, vous avez voulu faire de moi une spéculation. Vous m'immoleriez à cette fabrique, votre Moloch. » J'eus le sens de m'abstenir de toute parole d'excuse, de tout palliatif. Je me résignai à ses reproches. Vendu au diable, comme je l'étais en ce moment, j'étais certainement fou lorsque je parlais. Que pensez-vous, je dis? Quels que fussent mes propres sentiments, j'étais persuadée que vous m'aimiez, Miss Kildare. Admirable, n'est-ce pas? Elle s'assit, confondue. Est-ce un homme ou quelque chose de plus vil? L'entendis-je murmurer. Voulez-vous dire, demanda-t-elle à haute voix, voulez-vous dire que vous pensiez que je vous aimais, comme nous aimons ceux que nous désirons épouser? C'était ma pensée, et je l'ai exprimée. Vous aviez conçu une idée injurieuse pour les sentiments d'une femme, répondit-elle. Vous l'avez énoncée d'une manière révoltante pour l'âme d'une femme. Vous insinuez que toute la franche bienveillance que je vous ai montrée a été une manœuvre compliquée, hardie, indécente, pour attraper un mari. Vous voulez dire qu'à la fin vous êtes venu ici par pitié m'offrir votre main, parce que je vous avais courtisé. Laissez-moi vous dire ceci. Votre vue est trouble. Vous avez mal vu. Votre intelligence est malade. Vous avez mal jugé. Votre langue vous trahit. Maintenant vous parlez mal. Je ne vous ai jamais aimé. Tranquillisez-vous là-dessus. Mon cœur est aussi pur de passion pour vous que le vôtre est dénué d'affection pour moi. Voilà ce qu'elle me répondit, York. Je dois sembler bien aveugle et bien infatuée, lui dis-je. Moi, vous aimez, s'écria-t-elle. Mais j'ai été aussi franche avec vous qu'une sœur. Je ne vous ai jamais évité. Je ne vous ai jamais craint. Vous ne pouvez, affirma-t-elle d'un air triomphant, vous ne pouvez me faire trembler avec votre venue, ni accélérer mon pouls par votre présence. J'alléguai que souvent, en me parlant, elle rougissait, et elle paraissait émue lorsqu'elle prononçait mon nom. « Non à cause de vous !» me déclara-t-elle brièvement. Je demandai des explications, mais je n'en pus obtenir aucune. « Quand j'étais assise à côté de vous au festin des écoles, pensiez-vous que je vous aimais ?
Lorsque je vous arrêtais dans le passage de Maythorn, pensiez-vous que je vous aimais? Lorsque j'allais vous voir dans votre comptoir, lorsque je me promenais avec vous dans la cour, pensiez-vous que je vous aimais? À toutes ces questions, je répondis que je le croyais. Par le Seigneur! York. Elle se leva, elle grandit, elle semblait de flamme. Il y avait dans tout son être un tremblement pareil à celui d'un charbon incandescent, lorsque son vermillon est le plus rouge et le plus ardent. C'est-à-dire que vous avez la plus mauvaise opinion de moi, que vous me déniez la possession de tout ce que j'estime le plus. C'est-à-dire que je suis une traîtresse à toutes mes sœurs, que j'ai agi comme aucune femme ne peut agir sans dégrader elle et son sexe, que j'ai cherché, où les incorruptibles de mon sexe dédaignent et abhorrent de chercher. Elle et moi, nous gardâmes le silence pendant plusieurs minutes. « Oh, Lucifer, étoile du matin !» continua-t-elle, « comme tu es tombé ! Vous, autrefois si haut dans mon estime, si intime dans mon amitié, je vous rejette, partez !» Je ne partis pas. J'avais entendu sa voix trembler. J'avais vu sa lèvre frémir. Je savais qu'un autre torrent de larmes allait couler. Je croyais qu'un peu de calme viendrait ensuite, et je voulais l'attendre. Ses larmes coulèrent aussi abondantes, mais plus calmes qu'auparavant. Ses pleurs avaient un autre son, un son plus doux, plus plein de regrets. Pendant que je la considérais, ses yeux me lancèrent un regard qui renfermait plus de reproches que de hauteur, plus de tristesse que de colère. « Amour !» dit-elle. C'était pire que le « être tout brut ». Je me soulageai par ce qui aurait dû être un soupir, mais qui devint un gémissement. Une désolation pareille à celle de Caïn me brisait la poitrine. Je pris mon chapeau. Pendant tout ce temps, je n'aurais pu souffrir de partir ainsi, et je croyais qu'elle ne me l'aurait pas permis. Et elle ne l'eût pas permis, si la blessure mortelle que j'avais faite à sa fierté n'eût effrayé sa compassion et ne lui eût imposé le silence. Je fus obligé de revenir de mon propre mouvement. Lorsque j'eus atteint la porte, pour m'approcher d'elle et lui dire « Pardonnez-moi ». Je le pourrais. Si je n'avais pas à me pardonner aussi, répondit-elle. Mais pour avoir induit en erreur à ce point un homme sensé, je dois avoir mal agi. J'éclatai tout à coup avec quelque déclamation que je ne me rappelle pas. Je sais que je parlais sincèrement, et que mon vœu et mon but étaient de l'absoudre envers elle-même, et de fait, dans la circonstance, cette accusation dont elle se gratifiait était une chimère. Enfin, elle me tendit la main. Pour la première fois, j'aurais voulu la prendre dans mes bras. Je baisai plusieurs fois sa main. « Quelques jours, nous nous retrouverons encore amis, » dit-elle, « quand vous aurez eu le temps d'apprécier mes actions et leurs motifs sous leur vrai jour, pour ne plus les interpréter d'une façon si fausse et si horrible. Le temps vous donnera la clé de tout ce qui s'est passé. Alors peut-être vous me comprendrez, et alors nous serons réconciliés. » Des larmes d'adieu roulèrent lentement sur ses joues. Elle les essuya. « Je suis affligée de ce qui est arrivé. »« Profondément affligée, » dit-elle en sanglotant. « Et moi aussi je l'étais. Dieu le sait. C'est ainsi que nous nous séparâmes. »« Voilà une étrange histoire, » dit M. York. « Je ne la recommencerai pas. Je ne la recommencerai jamais, je le jure. » Reprit son compagnon. « Jamais je ne parlerai mariage à une femme, à moins que je n'en sois amoureux. Désormais le crédit et le commerce prendront soin d'eux-mêmes. La banqueroute peut venir quand il lui plaira. J'en ai fini avec la frayeur du désastre. J'ai l'intention de travailler diligemment, d'attendre avec patience et de supporter avec fermeté. Que le pire arrive, et je prendrai une hache et émigrerai avec Louis dans l'Ouest. Lui et moi l'avons résolu. Nulle femme ne me regardera plus comme Miss Kildare m'a regardée, n'aura pour moi le sentiment qu'elle a éprouvé. Jamais, en présence d'une femme, je ne me montrerai à la fois un tel fou et un tel misérable, une telle brute et un tel fat. « Fi donc,
dit l'imperturbable York. Vous attachez à cela trop d'importance, mais cependant je suis convaincu, premièrement, qu'elle ne vous aimait pas, secondement, que vous ne l'aimez pas. Vous êtes tous deux jeunes, vous êtes tous deux beaux, vous êtes tous deux assez bien partagés pour l'esprit, et même pour le caractère. Prenez-vous du bon côté? Pourquoi ne pouviez-vous pas vous convenir? Nous n'avons jamais été. Nous ne pouvions être tout à fait à l'aise l'un avec l'autre. Nous admirant l'un l'autre lorsque nous étions à distance, nos caractères juraient de se trouver rapprochés. Assis à une extrémité de la chambre, je me suis pris quelquefois à l'observer de loin, peut-être dans un de ces moments de doux entrain, lorsqu'elle avait autour d'elle quelques-uns de ses favoris. Ses vieux beaux, par exemple. Vous et Elstone, avec qui elle est si folâtre, si aimable, si éloquente. Je l'ai observée dans les moments où elle était le plus naturelle, le plus vive, le plus aimable. Je l'ai trouvée belle, et elle est belle aussi par moments. Je me suis approché un peu plus près, pensant que les termes dans lesquels nous étions me donnaient le droit d'approcher. Je me suis joint au cercle qui entourait son siège, je me suis emparé de son regard et j'ai dominé son attention. Alors nous avons engagé la conversation. Et les autres, me croyant privilégiés, se sont éloignés par degrés et nous ont laissés seuls. Étions-nous heureux dans ces tête-à-tête? Pour ma part, je dois dire non. Toujours un sentiment de contrainte pesait sur moi. Toujours, je me sentais disposé à me montrer sévère et étrange. Nous parlions de politique et d'affaires. Jamais aucun sentiment d'intimité n'ouvrait nos cœurs, ne fondait la glace de notre langage et ne le faisait couler libre et limpide. Si nous nous faisions des confidences, c'étaient des confidences de négoce, et non du foyer. Rien en elle ne provoquait mon affection, ne me rendait meilleur et plus aimable. Elle remuait mon cerveau et aiguisait ma pénétration. Jamais elle ne se glissait dans mon cœur pour en accélérer les battements. Et c'est pour cette raison sans doute que je n'avais pas le secret de lui inspirer de l'amour. Eh bien, mon garçon, voilà une étrange chose. Je pourrais rire de toi et mépriser tes raffinements, mais comme il fait nuit noire et que nous sommes seuls, je ne crains pas de te dire que ton histoire me fait jeter un coup d'œil sur ma vie passée. Il y a 25 ans, j'essayais de persuader à une belle femme de m'aimer, et elle ne le voulut pas. Je n'avais pas la clé de son cœur. Pour moi, c'était un mur de pierre, sans fenêtre et sans porte. Mais vous l'aimiez, York. Vous adoriez Mary Cave. Votre conduite, après tout, fut celle d'un homme, jamais celle d'un chasseur de fortune. Oui, je l'aimais. Mais alors, elle était belle comme la lune, que nous ne voyons pas ce soir. Il n'y a rien de semblable à elle de nos jours. Miss Elstone, peut-être, a quelque ressemblance avec elle, mais nulle autre. Qui a une ressemblance avec elle? La nièce de ce tyran vêtu de noir. Cette paisible et délicate Miss Elstone. Plus d'une fois j'ai mis mes lunettes pour regarder cette jolie fille à l'église, parce qu'elle a de charmants yeux bleus, avec de longs cils. Et lorsqu'elle est assise dans l'ombre et qu'elle est calme et pâle, prête peut-être à s'endormir à cause de la longueur du serment ou de la chaleur, elle ressemble plus à un marbre de Canova qu'à toute autre chose. Est-ce que la beauté de Mary Cave était de ce genre? Elle était d'un genre bien supérieur, beaucoup moins féminine et terrestre. On s'étonnait qu'elle n'eût pas des ailes et une couronne. Ma Mary avait la majesté et la sérénité des anges. Et vous ne pûtes vous en faire aimer? Tous mes efforts furent impuissants. Et cependant, plus d'une fois je priais à genoux le ciel de venir à mon aide. Mary Cave n'était pas ce que vous pensez, York. J'ai vu son portrait à la rectorerie. Ce n'est point un ange, mais une belle femme, aux traits réguliers, à l'air taciturne, un peu trop blanche et inanimée à mon goût. Mais en supposant qu'elle ait été un peu meilleure qu'elle n'était... « Robert !» interrompit York. « Je pourrais vous jeter en bas de votre cheval en ce moment. Cependant, je retiendrai ma main. La raison me dit que vous êtes dans le vrai, et que j'ai eu tort. Je sais bien que la passion que j'ai encore est le reste d'une illusion. Si Mary Cave avait eu du sens et des sentiments, elle n'eût pu se montrer aussi insensible à mon amour, qu'elle m'eût préféré à ce despote au visage d'airain.
Supposez, York, qu'elle ait été bien élevée, chose rare à cette époque. Supposez qu'elle ait eu un esprit réfléchi et original, l'amour de la science, qu'elle ait reçu avec un plaisir naïf l'instruction qui coulait de vos lèvres ou qui lui mesurait votre main. Supposez que sa conversation, lorsqu'elle se trouvait assise à vos côtés, ait été fertile, variée, empreinte d'une grâce pittoresque et d'un doux intérêt, coulant tranquillement, mais claire et abondante. Supposez que, lorsque vous étiez assis auprès d'elle par hasard ou à dessein, le plaisir ait été votre atmosphère et le contentement votre élément. Supposez que toutes les fois que son visage était devant vos yeux ou que son souvenir remplissait vos pensées, votre dureté et votre inquiétude aient disparu graduellement, et qu'une pure affection, l'amour du foyer, la soif des tendres discours, le désir généreux de protéger et de chérir aient remplacé les calculs sordides et rongeurs de votre commerce. Supposez avec tout cela que plus d'une fois, lorsque vous auriez été assez heureux pour posséder la petite main de votre mairie, vous l'ayez senti trembler dans la vôtre, comme tremble le petit oiseau que l'on prend dans son nid. Supposez qu'elle ait eu l'habitude de se retirer à l'écart lorsque vous entriez dans un appartement où elle se trouvait, et cependant, si vous alliez la chercher dans sa retraite, qu'elle vous ait accueilli avec le plus doux sourire qui eût jamais illuminé un visage de vierge, se contentant de baisser les yeux devant les vôtres, de peur que leur expression ne parlât trop clairement. Supposez enfin que votre mairie ait été, non pas froide, mais modeste, non pas nulle, mais réfléchie, non pas obtuse, mais sensitive, non pas vide, mais innocente, non pas prude, mais pure. L'eussiez-vous laissé pour courtiser une autre femme pour sa richesse? Monsieur York leva son chapeau et s'essuya le front avec son mouchoir. La lune est levée, dit-il fort à propos, en montrant avec sa cravache dans la direction du marais. La voilà qui monte dans la brume, nous regardant avec sa couleur rouge étrange. Elle n'est pas plus d'argent que le front du vieux Helstone n'est d'ivoire. Pourquoi appuie-t-elle de cette façon ses joues sur Rush Edge, nous regardant comme avec une provocation ou une menace? York, si Mary vous eût aimé en silence, mais fidèlement, chastement, et cependant avec ardeur, comme vous pouvez désirer que votre femme vous aime, l'auriez-vous délaissée? Robert! Il leva son bras et le tint suspendu pendant une pause. Robert! Notre monde est singulier, et les hommes sont faits de la plus étrange lie qu'ait agité le chaos dans sa fermentation. Je pourrais proférer les plus bruyants jurements, des jurements à faire penser aux braconniers qu'il se passe ici une terrible lutte, que dans les circonstances dont vous parlez, la mort seule eût pu me séparer de Mary. Mais j'ai vécu dans le monde pendant 55 ans. J'ai été forcé d'étudier la nature humaine, et pour dire la sombre vérité, les probabilités sont que, si Mary m'avait aimé et ne m'avait point dédaigné, si j'avais été assuré de son affection, persuadé de sa constance, si je n'avais été irrité par aucun doute, blessé par aucune humiliation, les probabilités sont... Il laissa tomber lourdement sa main sur la selle. Que je l'aurais abandonné. Ils chevauchaient côte à côte en silence. Avant que l'un des deux eût repris la parole, ils se trouvèrent de l'autre côté du marais de Rush Edge. Les lumières de Briarfield étoilaient la lisière pure du marais. Robert, comme le plus jeune et comme étant moins absorbé par le passé que son compagnon, reprit le premier la parole. « Je crois, dit-il, j'en trouve chaque jour la preuve, que nous ne pouvons rien gagner de quelque valeur en ce monde, pas même un principe ou une conviction, sans qu'il passe par la flamme purifiante ou le péril qui fortifie. Nous errons, nous tombons, nous sommes humiliés. Et alors, nous marchons avec plus de précaution. Nous buvons avidement à la coupe empoisonnée du vice, ou nous mordons à la misérable besace de l'avarice. Nous sommes malades et dégradés. Tout ce qu'il y a de bon en nous se révolte. Notre âme se dresse avec indignation contre notre corps. C'est une période de lutte intérieure. Si l'âme est forte, elle remporte la victoire et domine par la suite. Que vas-tu faire maintenant, Robert? Quels sont tes plans? Pour ce qui est de mes desseins, je les garderai pour moi, et c'est fort aisé en ce moment, car je n'en ai aucun. La vie privée n'est pas permise dans ma position.
Un homme endetté. Quant à mes plans publics, mes vues sont un peu changées. Pendant le temps que j'ai demeuré à Birmingham, j'ai examiné un peu la réalité. J'ai étudié sérieusement et à leur source les causes des troubles qui agitent maintenant ce pays. J'ai fait de même à Londres. Inconnu, je pouvais aller où il me plaisait, me mêler avec qui je voulais. Je suis allé où l'on manquait de nourriture, de chauffage, de vêtements, où il n'y avait ni travail ni espérance. J'ai vu des hommes, avec des tendances naturellement élevées et de bons sentiments, se débattre au milieu de sordides privations et d'accablants chagrins. J'en ai vu d'autres, originairement bas, et auxquels le manque d'éducation laissait à peine d'autres besoins que ceux de la brute, désappointés dans ses besoins et mourant de faim, désespérés comme des animaux affamés. J'ai vu des choses qui ont enseigné à mon cerveau une leçon nouvelle et rempli mon cœur de nouveaux sentiments. Je n'ai aucune intention de montrer plus de douceur et de sensibilité qu'auparavant. Je regarde la révolte et l'ambition comme je les ai toujours regardées. Je résisterai à une émeute absolument comme je l'ai fait. Je me mettrai sur la trace d'un meneur fugitif avec autant d'ardeur. Je le poursuivrai avec autant de persévérance. Je le ferai punir avec autant de sévérité que je l'ai fait. Mais j'agirai maintenant dans l'intérêt et la sécurité de ceux qui l'égaraient. Il y a quelque chose à voir, York. Au-delà de l'intérêt personnel, de la réussite de plans bien conçus, de l'acquittement de dettes déshonorantes. Pour se respecter soi-même, il faut qu'un homme ait la conviction qu'il rend justice à ses semblables. À moins que je ne sois plus modéré pour l'ignorance, plus compatissant envers ceux qui souffrent que je ne l'ai été jusqu'ici, je me mépriserai comme grossièrement injuste. Qu'est-ce donc ? Dit-il, en s'adressant à son cheval, qui, entendant le murmure de l'eau et ayant soif, se tournait vers un fossé où la lune se jouait sur une onde de cristal. York, continua Moore, allez toujours, je veux le laisser boire. York, en conséquence, continua à chevaucher assez lentement, cherchant, à mesure qu'il avançait, à discerner parmi les nombreuses lumières qui brillaient au loin, celle de Briarfield. Le marais de Silbro était derrière eux. Les plantations s'élevaient, sombres, de chaque côté. Ils descendaient la colline. Au-dessous d'eux se déroulait la vallée avec sa populeuse paroisse. Ils se voyaient presque arriver. N'étant plus environné par la bruyère, M. York ne fut pas surpris de voir un chapeau se lever et d'entendre une voix parler de derrière le mur. Les paroles, cependant, étaient singulières. « Lorsque le méchant périt, il y a des cris de joie, » disait la voix. Puis elle ajouta « Le méchant passe comme le tourbillon, » avec un grondement plus sourd. « Il est envahi par la terreur, comme par les eaux. L'enfer s'ouvre devant lui. Il mourra, sans connaissance. » Un éclair soudain et une détonation troublèrent le calme de la nuit. Avant que M. York eût eu le temps de se retourner, il comprit que les 4 convicts de Birmingham étaient vengés. Chapitre 6. L'oncle et la nièce. Le dé était jeté. Sir Philip le savait. Shirley le savait. Cette soirée, où toute la famille de Fieldhead dînait au prieuré de Nunneley, devait décider de l'affaire. 2 ou 3 choses avaient amené Sir Philip Nunneley à se prononcer. Il avait observé que Miss Kildare avait l'air pensif et souffrant. Cette nouvelle phase dans sa manière d'être le frappa dans son côté faible, son côté poétique. Des sonnets fermentèrent tout à coup dans son cerveau, et pendant qu'il s'élaborait, une des sœurs persuada à la dame de ses amours de s'asseoir au piano et de chanter une ballade, une des propres ballades de Sir Philip. C'était le moins travaillé, le moins affecté, et sans comparaison, le meilleur de ses nombreux essais poétiques. Il arriva que Shirley, l'instant auparavant, avait été occupée à regarder par la fenêtre donnant sur le parc. Elle avait vu ce clair de lune orageux que le professeur Louis, peut-être au même moment, contemplait de la fenêtre du parloir de Fieldhead. Elle avait vu les arbres isolés du domaine, des chênes puissants et des hêtres d'une hauteur immense, agités par la tourmente. Son oreille avait entendu le mugissement profond de la forêt. Son œil avait vu les nuages violemment chassés passer sur le disque argenté de la lune.
Elle s'arracha à cette vue et à ces bruits, touchée, sinon ravie, excitée, sinon inspirée. Elle chanta, comme on l'en avait prié. Il y avait beaucoup de choses dans la ballade. L'amour fidèle qui refusait d'abandonner son objet, l'amour que le malheur ne pouvait ébranler, l'amour qui dans la calamité devenait plus fort, dans la pauvreté s'attachait plus étroitement. Les paroles étaient adaptées à un vieil air très beau. Par elles-mêmes, elles étaient simples et douces. Peut-être, à la lecture, manquaient-elles de force. Bien chantées, il ne leur manquait rien. Shirley les chanta bien. Elle en interpréta admirablement le sentiment et la douceur. Elle leur donna de la passion, de la force. Sa voix était belle ce soir-là, son expression dramatique. Elle impressionna tous ses auditeurs et en charma un. En quittant l'instrument, elle s'approcha du feu et s'assit sur un siège moitié tabouret, moitié coussin. Les ladies étaient autour d'elle, aucune n'ouvrait la bouche. Les Miss Simpson et les Miss Nunnelly la regardaient comme d'innocentes poules pourraient regarder une aigrette, un ibis ou tout autre volatile rare. Qu'est-ce qui la faisait chanter ainsi? Elle n'avait jamais chanté de la sorte. Était-il décent de chanter avec une telle expression, une telle originalité, si différemment d'une écolière? Décidément non. C'était étrange. C'était inusité. Ce qui était étrange devait être mal. Ce qui était inusité devait être inconvenant. Shirley était jugée. De plus, la vieille Lady Nunnelly, du haut de sa grande chaise placée au coin du feu, la regardait avec des yeux pétrifiants. Son regard disait « Cette femme n'est pas de mon espèce, ni de l'espèce de mes filles. Je ne veux pas qu'elle soit la femme de mon fils. » Sir Philip, saisissant le regard, en découvrit la signification. Il s'alarma. Ce qu'il avait tant désiré gagner, il courait risque de le perdre. Il devait se hâter. La salle dans laquelle ils étaient avait été autrefois une galerie de tableaux. Le père de Sir Philip, Sir Mockton, l'avait converti en salon. Un réduit profond avec une fenêtre, réduit qui contenait autrefois un lit, une table et une armoire, formait une chambre dans une autre. 2 personnes pouvaient échanger là un dialogue parfaitement secret, pourvu toutefois qu'il ne fût ni trop haut ni trop long. Sir Philip décida 2 de ses sœurs à chanter un duo. Il donna de l'occupation aux Miss Simpson. Les 2 ladies conversaient ensemble. Il eut le plaisir de remarquer que pendant ce temps, Shirley s'était levée pour regarder les tableaux. Il avait une histoire à lui dire, touchant une de ses ancêtres, dont la sombre beauté ressemblait à celle d'une fleur de midi. Il la rejoignit et commença son récit. Il y avait dans l'armoire placée dans le réduit des objets qui avaient appartenu à la même lady, et pendant que Shirley s'arrêtait pour examiner le missel et le rosaire placés sur un des rayons, et que les Miss Nunnelly se plaisaient à prolonger leur chant dénué d'expression, pur de toute originalité, parfaitement conventionnel et sans la moindre signification, Sir Philip s'arrêta aussi et lui murmura quelques phrases précipitées. D'abord, Miss Kildare fut frappée d'une telle immobilité que l'on aurait pu s'imaginer que le charme de ce murmure l'avait changée en statue. Mais aussitôt, elle leva les yeux et répondit. Ils se séparèrent. Miss Kildare retourna auprès du feu et reprit son siège. Le baronnet la suivit des yeux, puis alla se placer derrière ses sœurs. Monsieur Simpson seulement avait remarqué la pantomime. Ce gentleman tira ses propres conclusions. S'il avait été aussi fin qu'il était intrigant, aussi profond qu'il était curieux, il eût pu trouver sur le visage de Sir Philip de quoi rectifier son induction. Toujours superficiel, impatient et entêté, il rentra à Fieldhead triomphant. Il n'était pas homme à bien garder ses secrets. Quand il était fier d'une chose, il ne pouvait s'empêcher d'en parler. Le lendemain matin, ayant occasion d'employer le précepteur de son fils comme secrétaire, il lui annonça, avec un accent et des manières bouffies de vanité, qu'il ferait bien de se préparer pour un prochain retour dans le Midi, attendu que l'importante affaire qu'il avait si longtemps retenue, lui, M. Simpson dans le Yorkshire, était à la veille d'avoir la plus heureuse terminaison. Ces anxieux et pénibles efforts, à la fin, ajouta-t-il, allaient très probablement être couronnés du plus heureux succès.
et une très honorable alliance était sur le point d'accroître les relations de la famille. En la personne de Sir Philip Donnelly, conjectura Louis Moore, sur quoi M. Simpson se donna la satisfaction d'une prise de tabac et d'un ricanement réprimé seulement par un soudain accès de dignité. Puis il ordonna au précepteur de continuer son travail. Pendant un jour ou deux, M. Simpson se montra doux comme l'huile, mais aussi il semblait être assis sur des épingles, et sa démarche ressemblait à celle d'une poule marchant sur une plaque chaude. Sans cesse, il regardait à la fenêtre, cherchant à saisir le bruit d'une voiture. La femme de Barbe-Bleue et la mère de Sisara n'étaient rien à côté de lui. Il attendait avec anxiété le moment où la demande serait faite en forme, où lui-même serait consulté et les hommes de loi appelés, où commenceraient pompeusement les discussions et tout ce délicieux fracas qui précède un mariage. À la fin, il vit une lettre. Il la remit lui-même à Miss Kildare. Il connaissait l'écriture, il connaissait le cachet. Il n'assista point à l'ouverture ni à la lecture, car Shirley l'emporta dans sa chambre. Il ne vit pas non plus la réponse, car elle s'enferma et y mit un temps considérable, la plus grande partie de la journée. Il lui demanda si elle avait répondu. Elle répondit « oui ». Il attendit encore. Il attendit en silence, n'osant absolument pas parler, rendu muet par quelque chose qui se faisait remarquer sur le visage de Shirley, quelque chose de terrible, aussi inscrutable pour lui que les mots tracés sur le mur du palais de Balthazar. Il eut plus d'une fois l'idée d'appeler Daniel, dans la personne de Louis Moore, et de lui en demander l'interprétation, mais le décorum lui interdit cette familiarité. Daniel lui-même, peut-être, avait ses propres difficultés à propos de cette traduction embarrassante. Il avait l'air d'un élève pour qui les grammaires sont confuses et les dictionnaires muets. M. Simpson était allé se débarrasser d'une heure d'anxiété en la compagnie de ses amis à De Walden Hall. Il revint un peu plus tôt qu'on ne l'attendait. Sa famille et Miss Kildare étaient assemblées dans le parloir aux boiseries de chêne. S'adressant à cette dernière, il lui demanda de passer avec lui dans l'autre pièce, désirant avoir avec elle une entrevue strictement privée. Elle se leva, sans adresser de questions, sans manifester de surprise. « Très bien, monsieur », dit-elle du ton déterminé d'une personne qui est informée que le dentiste est arrivé pour lui extraire la molaire qui lui a fait endurer depuis 1 mois les tourments du purgatoire. Elle laissa son travail de couture et son dé et suivit son oncle où il la conduisait. Enfermés dans le salon, ils prirent chacun un fauteuil et se placèrent en face l'un de l'autre, à quelques pas de distance. « J'ai été à De Walden Hall, » dit M. Simpson. Il fit une pause. Miss Kildare tenait les yeux fixés sur le joli tapis vert et blanc. Il n'y avait pas de réponse à faire. Elle n'en fit aucune. « J'ai appris, » continua-t-il lentement. « J'ai appris une circonstance qui me surprend. » Appuyant sa joue sur son index, elle attendit qu'on lui fît connaître la circonstance. « Il paraît que le prieuré de Nunneley est fermé, que la famille est retournée à sa résidence ordinaire. Il paraît que le baronnet, que Sir Philip lui-même, a accompagné sa mère et ses sœurs. »« Vraiment ?» dit Shirley. « Puis-je vous demander si vous partagez l'étonnement avec lequel j'ai appris cette nouvelle ? » ?»« Non, monsieur. »« Est-ce une nouvelle pour vous ? » ?»« Oui, monsieur. »« J'entends. J'entends. » poursuivit M. Simpson, s'agitant alors sur sa chaise et quittant la phraséologie brève et assez claire dont il s'était servi jusque-là, pour retourner au style verbeux, confus et irritable qui lui était habituel. « J'entends avoir une complète explication. Je ne veux pas être joué. J'insiste pour interroger à ma manière. Je veux qu'il soit fait réponse à mes questions. Je veux des réponses claires et satisfaisantes. Je ne suis pas homme à me laisser jouer. C'est une chose étrange et extraordinaire, une chose très singulière. Je pensais que tout allait bien, et voilà que la famille est partie. Je suppose, monsieur, qu'ils avaient le droit de partir. Sir Philip est parti. Shirley releva ses sourcils. Bon voyage, dit-elle. Cela ne sera pas. Il faut que cela change, madame. Il tirait sa chaise en avant. Il la repoussait en arrière. Il paraissait tout à fait en fureur. « Allons, allons, mon oncle, »
dit Shirley. Ne commencez pas à jeter feu et flamme, ou nous ne ferons rien de bon. Demandez-moi ce que vous voulez savoir. Je suis aussi désireuse que vous d'en venir à une explication. Je vous promets de sincères réponses. Je veux savoir, je demande à savoir, Miss Kildare, si Sir Philip vous a fait l'offre de sa main. Il me l'a faite. Vous l'avouez? Je l'avoue. Maintenant continuez. Regardez ce point comme établi. Il vous a fait cette offre le soir où nous avons dîné au prieuré. Il suffit de vous dire qu'il l'a faite. Continuez. Il vous l'a faite dans le petit réduit, dans la chambre qui a été une galerie de tableaux que Sir Monkton convertit en salon. Pas de réponse. Vous examiniez tous deux une armoire. Je vis tout. Ma sagacité ne fut point en défaut. Elle ne l'est jamais. Plus tard, vous avez reçu de lui une lettre. Sur quel sujet? De quelle nature était son contenu? Peu importe. Madame, est-ce là la manière dont vous me parlez? Shirley frappait le tapis à coups redoublés avec son pied. Vous voilà silencieuse et irritée. Vous, qui m'avez promis de sincères réponses. Monsieur, je vous ai répondu jusqu'ici. Continuez. J'aimerais avoir cette lettre. Vous ne pouvez la voir. Je dois la voir et je la verrai, madame. Je suis votre tuteur. Ayant cessé d'être mineur, je n'ai plus de tuteur. Ingrate! Élevée par moi comme ma propre fille. Une fois de plus, mon oncle, ayez la complaisance de ne pas vous écarter de la question. Demeurons de sang-froid. Pour ma part, je n'ai nulle envie de m'emporter, mais vous le savez, une fois poussé dans certaines limites, je ne pèse guère ce que je dis. Je ne suis pas alors facile à arrêter. Écoutez. Vous m'avez demandé si Sir Philip m'a offert sa main. J'ai répondu à cette question. Que voulez-vous savoir encore? Je désire savoir si vous l'avez accepté ou refusé, et je le saurai. Certainement, vous allez le savoir. Je l'ai refusé. Vous l'avez refusé. Vous, Shirley Kildare, refusez Sir Philip Nunneley? Je l'ai refusé. Le pauvre gentleman bondit de sa chaise et se précipita d'abord, puis trotta à travers la chambre. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Pour parler sincèrement, je suis fâché, mon oncle, de vous voir si fort désappointé. La concession, la contrition ne font aucun bien près de certaines personnes. Au lieu de les adoucir et de les apaiser, elles ne font que les enhardir et les endurcir davantage. De ce nombre était M. Simpson. Moi? Désappointé? Qu'est-ce que cela me fait? Est-ce que j'ai un intérêt à ce mariage? Vous voudriez insinuer peut-être que j'avais des motifs? Beaucoup de gens ont des motifs, d'un certain genre, pour leurs actions. Elle m'accuse en face. Moi qui lui ai servi de père, elle m'attribue de mauvais motifs. Je n'ai pas dit mauvais. Et maintenant vous prévariquez? Vous n'avez aucun principe. Mon oncle, vous me fatiguez. J'ai besoin de m'en aller. Vous ne sortirez pas. Vous me répondrez. Quelles sont vos intentions, Miss Kildare? À propos de quoi? À propos de votre mariage. J'entends que l'on me laisse tranquille, et je ferai absolument ce qu'il me plaira. Ce qu'il vous plaira? Ces mots sont inconvenants au dernier point. Monsieur Simpson, je vous engage à ne pas vous servir d'expressions insultantes. Vous savez que je ne supporte pas cela. Vous lisez des ouvrages français. Votre esprit est empoisonné par les romans français. Vous êtes imbu de principes français. Le sol sur lequel vous marchez rend un son fort creux sous vos pieds. Prenez garde. Cela finira par le déshonneur. Tôt ou tard, je l'ai prévu depuis le commencement. Voulez-vous dire, monsieur, que quelque chose qui me concerne finira par le déshonneur? Oui, oui. Vous venez à l'instant de dire que vous agiriez comme il vous plairait. Vous ne connaissez ni règles ni limites. Impertinente divagation, aussi vulgaire qu'impertinente. Sans égard pour le décorum, vous êtes décidé à braver toutes les convenances. Vous me fatiguez, mon oncle. Quoi, madame? Quelles ont pu être vos raisons pour refuser Sir Philip Nunneley?
Enfin! Voilà une question sensée. J'y répondrai avec plaisir. Sir Philippe est trop jeune pour moi. Je le regarde comme un enfant. Tous ses parents, sa mère surtout, seraient contrariés de le voir m'épouser. Un tel mariage le brouillerait avec eux. Selon les idées du monde, je ne suis point son égal. Est-ce là tout? Nos caractères ne sont pas sympathiques. Quoi? Jamais plus aimable gentleman n'a existé. Il est fort aimable, excellent, vraiment estimable, mais il n'est pas mon maître, pas même sur un seul point. Je ne pourrais me fier à lui, ni faire son bonheur. Pour aucune fortune je ne voudrais l'entreprendre. Je n'accepterai jamais une main qui ne pourrait me maîtriser. Je pensais que vous aimiez à faire ce qui vous plaît. Vous êtes fort inconséquente. Lorsque je promettrai d'obéir, ce sera dans la conviction que je pourrai tenir cette promesse. Je ne pourrais obéir à un jeune homme comme Sir Philippe. D'ailleurs, il ne me commanderait jamais. Il se reposerait toujours sur moi du soin de gouverner, de guider, et je n'ai pas le moindre goût pour cet emploi. Vous n'avez aucun goût pour dominer, pour soumettre, pour ordonner, pour gouverner. Mon mari, non. Seulement mon oncle. Quelle est la différence? Il y a une légère différence, c'est certain, et je sais fort bien que tout homme qui voudra vivre heureux et paisible avec moi, comme mari, devra être capable de me réprimer. Je voudrais que vous eussiez un vrai tyran. Un tyran ne me tiendrait pas un jour, une heure en son pouvoir. Je me révolterais, je m'arracherais de ses mains, je le défierais. Vous êtes capable de détraquer le cerveau de l'homme le plus sensé avec vos étranges contradictions. Il est évident que je dérange le vôtre. Vous parlez de la jeunesse de Philippe, mais il a 22 ans. Mon mari doit avoir 30 ans, avec la raison de 40. Il vous faudrait quelque vieillard, quelque amoureux à tête blanche ou chauve. Non, je vous remercie. Vous pourriez conduire quelque radoteur, vous pourriez l'attacher à votre tablier. C'est ce que je ferais sans doute en épousant un enfant. Mais je n'ai pas de vocation pour cela. Ne vous ai-je pas dit que je préférais un maître, un homme en la présence duquel je me sentirais obligée et disposée à être bonne, un homme dont mon tempérament impatient dut reconnaître l'autorité, un homme dont l'approbation put me récompenser et le mécontentement me punir, un homme qu'il me semblait impossible de ne pas aimer et très possible de craindre. Qu'est-ce qui vous empêche donc d'avoir tout cela avec Sir Philippe? Il est baronnet, c'est un homme de rang, de fortune, d'une excellente famille, bien au-dessus de la vôtre. Si vous parlez d'intelligence, il est poète, il fait des vers, ce que vous, je l'affirme, avec toute votre habileté, ne pouvez faire. Ni son titre, ni sa fortune, ni sa généalogie, ni son talent poétique ne peuvent l'investir du pouvoir dont j'ai parlé. Ce sont des qualités trop légères. Un peu de bon sens pratique, solide et sain, le placerait plus haut dans mon estime. Vous et Henri, raffolez de poésie. Vous aviez coutume de prendre feu comme de l'amadou sur ce sujet, quand vous étiez enfant. Oh, mon oncle, il n'y a rien de réellement précieux en ce monde. Il n'y a rien de glorieux dans le monde à venir que la poésie. Eh bien donc, épousez un poète. Montrez-m'en un, je ne demande pas mieux. Sir Philippe. Point du tout. Vous êtes presque aussi poète que lui. Madame, vous sortez de la question. Vraiment, mon oncle. Je voudrais bien en être dehors, et je serais heureuse de vous en faire sortir avec moi. Ne nous mettons pas en colère, je vous prie. Cela n'en vaut pas la peine. En colère, Miss Kildare. Je serais content de savoir qui est en colère. Je ne le suis pas encore. Si vous avez l'intention d'insinuer que je le suis, je vous déclare coupable d'impertinence. Vous le serez bientôt, si vous allez de ce train. C'est cela. Vous avez une langue qui mettrait à l'épreuve la patience de Job. Je le sais bien. Trêve de plaisanterie, Miss. Ceci est une chose sérieuse. C'est une affaire que je suis résolue de tirer au clair, convaincue qu'il y a quelque chose de mal au fond. Vous venez de peindre avec beaucoup plus de liberté qu'il ne convient à votre âge et à votre sexe l'espèce d'individu que vous préféreriez pour votre mari. Veuillez, je vous prie, me dire si c'est un tableau d'après nature.
Shirley ouvrit les lèvres, mais au lieu de parler, elle devint rouge comme une rose. « J'aurai une réponse à cette question », s'écria M. Simpson, tirant un grand courage et d'immenses conséquences de ce symptôme de confusion. « C'est une peinture historique, mon oncle, d'après plusieurs originaux. »« Plusieurs originaux ? Grand Dieu ! J'ai été amoureuse plusieurs fois. » « Quel cynisme ! De héros de plusieurs nations. Et après ? Et de philosophes. Elle est folle. N'agitez pas la sonnette, mon oncle, vous allez alarmer ma tante. Votre pauvre chère tante, quelle nièce celle-là. Autrefois, j'aimais Socrate. Oh, ne plaisantez pas, madame. J'admirais Thémistocle, Léonidas et Paminondas. Miss Kildare. Je passe sur plusieurs siècles. Washington était assez laid, et cependant je l'ai aimé. Mais pour parler du temps présent... Ah, le temps présent. Pour quitter les rêveries d'écolière et arriver à la réalité. La réalité. Voilà l'épreuve où vous voulez arriver, madame. Pour avouer devant quel autel maintenant je m'agenouille, pour révéler l'idole actuelle de mon âme. Hâtez-vous, s'il vous plaît. L'heure du goûter approche, et il faut que vous me fassiez votre confession. Il faut que je me confesse. Mon cœur est plein du secret. Il faut que je le dévoile. Seulement, je voudrais que vous fussiez Monsieur Elstone au lieu d'être Monsieur Simpson. Vous sympathiseriez mieux avec moi. Madame, ceci est une question de sens commun et de prudence ordinaire, et non une affaire de sympathie et de sentiment. Avez-vous dit que c'était Monsieur Elstone ? Non, pas précisément, mais aussi près que possible. Ils ont beaucoup de ressemblances. Je veux savoir le nom. Je veux connaître les détails. Ils sont positivement ressemblants. Leur visage est le même. C'est une paire de faucons humains, secs, absolus, et décidés tous deux. Mais mon héros est le plus puissant des deux. Son intelligence a la clarté de la mer profonde, la patience de ses rocs, la force de ses vagues. Pur galimatias. Je puis dire qu'il est rude comme le tranchant d'une scie, brusque comme un corbeau affamé. Miss Kildare, cette personne réside-t-elle à Briarfield ? Répondez à cela. Mon oncle, je vais vous le dire. Son nom tremble sur ma langue. Parlez, fille. C'est très bien dit, mon oncle. Parlez, fille, est tout à fait tragique. L'Angleterre a hurlé avec sauvagerie contre cet homme, mon oncle. Un jour, elle l'acclamera avec frénésie. Il n'a pas été effrayé par les clameurs, et il ne sera pas enflé par l'acclamation. Je disais qu'elle est folle. Je disais qu'elle était folle. Elle l'est. Cette nation changera, et changera encore de conduite envers lui. Il ne changera jamais dans sa manière de remplir ses devoirs envers elle. Allons, cessez de vous échauffer, mon oncle. Je vais vous dire son nom. Vous me le direz. Ou bien, écoutez. C'est Arthur Wellesley, Lord Wellington. M. Simpson se leva furieux. Il bondit hors de la chambre, mais il rentra immédiatement, ferma la porte et reprit son siège. « Madame, vous allez répondre à ceci. Vos principes vous permettraient-ils d'épouser un homme sans fortune, un homme au-dessous de vous ? Un homme au-dessous de moi ? Jamais. Miss Kildare, épouseriez-vous un homme pauvre ? Quel droit avez-vous, monsieur Simpson, de me demander cela ? J'insiste pour le savoir. Vous ne prenez pas la bonne manière ? La respectabilité de ma famille ne sera pas compromise. Excellente résolution. Tenez-la. Madame, c'est vous qui la tiendrez. C'est impossible, monsieur, puisque je ne fais pas partie de votre famille. Est-ce que vous nous désavouez ? Je dédaigne votre dictature. Qui épouserez-vous, Miss Kildare ? Non, monsieur Samwine, parce que je le méprise. Non, Sir Philip Nunnelly, parce que je l'estime seulement. Qu'avez-vous en vue ? 4 candidats rejetés. Une semblable obstination est inexplicable, à moins que vous ne soyez sous une influence impropre. Que voulez-vous dire ? Il y a certaines phrases qui ont le pouvoir de me faire bouillir le sang. Influence impropre ? Qu'est-ce que cette expression de vieille femme ? Êtes-vous une jeune lady ? Je suis 1000 fois mieux que cela. Je suis une honnête femme, et je veux être traitée comme telle. Savez-vous
se penchant mystérieusement en avant et parlant avec une effrayante solennité. « Savez-vous que le voisinage est plein de rumeurs sur vous et votre tenancier banqueroutier, l'étranger Moore ?»« Vraiment ? » ?»« Oui. Votre nom est dans toutes les bouches. » »« Il honore les lèvres entre lesquelles il passe. Puisse-t-il aussi les purifier ? Est-ce cet homme qui a le pouvoir de vous influencer ? Plus que tous ceux dont vous avez plaidé la cause. Est-ce lui que vous voulez épouser ? Il est beau, il est brave, il est résolu. Vous osez me déclarer cela en face ? Ce misérable flamand ? Ce vil marchand ? Il a du talent. Il est aventureux et plein de courage. Il a le front d'un prince et la démarche d'un maître. Elle se glorifie en lui. Elle ne cache rien, pas de honte, pas de crainte. Quand on prononce le nom de Moore, on ne doit avoir aucune idée de honte ni de crainte. Les Moore ne connaissent que l'honneur et le courage. Je dis qu'elle est folle. Vous m'avez mise hors de moi par vos sarcasmes. Vous m'avez exaspérée par vos provocations. Ce Moore est le frère du précepteur de mon fils. Permettriez-vous qu'un homme dans cette position vous donnât le nom de sœur ? L'œil de Shirley brilla d'un éclat particulier. Elle le fixa sur son interlocuteur. « Non, non, dit-elle, pas pour un royaume, pas pour un siècle d'existence. Vous ne pouvez séparer le mari de sa famille. Quoi alors ? Vous serez la sœur de Louis Moore. Monsieur Simpson, ces nauséabondes altercations me font mal au cœur. Je ne les supporterai pas plus longtemps. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos vues ne sont pas mes vues, vos dieux ne sont pas mes dieux. Nous ne voyons pas les choses sur le même aspect, nous ne les mesurons pas à la même mesure, nous parlons à peine la même langue. Séparons-nous. Ce n'est pas, reprit-elle vivement excitée, ce n'est pas que je vous haïsse. Vous êtes une bonne espèce d'homme. Peut-être avez-vous d'excellentes intentions, mais nous ne pouvons nous entendre. Nous sommes toujours en désaccord. Vous m'ennuyez avec vos petites intrigues, avec votre misérable tyrannie. Vous m'exaspérez. Vous exaspérez mon caractère et me tenez dans un état continuel d'irritation. Quant à vos petites maximes, à vos règles étroites, à vos préjugés, à vos aversions, à vos dogmes, faites-en un fagot et allez l'offrir en sacrifice à la divinité de votre culte. Je n'en accepte aucun. Je me dirige d'après une autre religion, une autre lumière, une autre foi, une autre espérance que les vôtres. Une autre religion ? Je crois qu'elle est infidèle. Une infidèle pour votre culte, une athée pour votre Dieu. Une athée ? Votre Dieu, monsieur, c'est le monde. À mes yeux, vous aussi, si vous n'êtes un infidèle, êtes un idolâtre. Je crois que vous adorez par ignorance. En toute chose, vous me paraissez trop superstitieux. Monsieur, votre Dieu, votre grand Baal, votre dragon à queue de poisson se dresse devant moi comme un démon. Vous, et d'autres semblables à vous, l'avez élevé sur un trône, lui avez placé sur la tête une couronne, lui avez mis un sceptre à la main. Voyez comme il gouverne hideusement. Voyez-le occupé à l'œuvre qu'il aime le mieux, faire des mariages. Il lie le jeune au vieux, le fort à l'impotent. Comme autrefois Mézance, il enchaîne le mort au vivant. Dans son royaume est la haine, la secrète haine, la trahison de famille, le vice domestique profond et mortel. Dans ces états, les enfants croissent sans aimer, entre des parents qui n'ont jamais connu l'amour. Ils sont mis dès leur naissance au régime de la déception. Ils sont élevés dans une atmosphère corrompue par le mensonge. Tout ce que votre Dieu environne se précipite vers la décrépitude. Tout décline et dégénère sous son sceptre. Votre Dieu, c'est la mort, avec un masque. Voilà un langage terrible. Méfiez-vous, ne devez plus avoir de relations ensemble, Miss Kildare. Il y a du danger pour elle, dans la société d'une compagne telle que vous. Si je vous eusse connu plus tôt, mais tout extraordinaire que je vous croyais, je n'eusse jamais pensé. Maintenant, monsieur, commencez-vous à être persuadé qu'il est inutile de faire des projets pour moi ? Qu'en agissant ainsi, vous semez le vent pour récolter la tempête ? Je balaye de mon chemin vos projets pareils à des toiles d'araignée, afin de passer sans me souiller. J'ai jeté l'encre sur une résolution que vous ne pouvez ébranler. Mon cœur, ma conscience, disposeront de ma main. Eux seuls. Sachez-le, enfin.
Monsieur Simpson commençait à être effrayé. « Jamais je n'ai entendu un pareil langage, » murmura-t-il plusieurs fois. « Jamais de ma vie on ne m'a parlé ainsi. Jamais je n'ai ainsi été traité. »« Vous êtes tout confus, monsieur. Vous feriez mieux de vous retirer, ou je vais sortir. » Il se leva rapidement. « Nous devons quitter cette maison. Il faut qu'ils fassent à l'instant leur mal. »« Ne pressez pas tant ma tante et mes cousines. Donnez-leur le temps. » Il se dirigea vers la porte. Il revint reprendre son mouchoir de poche. Il laissa tomber sa tabatière, laissant son contenu éparpillé sur le tapis. Il se précipita dehors et faillit tomber sur Tartare qui se tenait sur le paillasson. Au comble de l'exaspération, il hurla un jurement pour le chien et une grossière épithète pour la maîtresse. « Pauvre monsieur Simpson, il est tout à la fois faible et vulgaire, » se disait Shirley à elle-même. « La tête me fend et je suis fatiguée, » ajouta-t-elle, et plaçant sa main sur un coussin, elle se laissa doucement passer de l'excitation au repos. Quelqu'un, entrant dans la chambre un quart d'heure après, la trouva endormie. Quand Shirley avait été agitée, elle prenait généralement ce repos naturel qui ne manqua jamais de venir à son appel. L'intrus s'arrêta en sa présence et dit « Miss Kildare !» Peut-être sa voix s'harmoniait-elle avec quelques rêves heureux de la jolie dormeuse. Elle ne tressaillit point, elle s'éveilla à peine. Sans ouvrir les yeux, elle tourna légèrement la tête, de façon que sa joue et son profil, auparavant cachés par son bras, devinrent visibles. Son teint était vermeil, elle semblait heureuse. Un demi-sourire s'épanouissait sur ses traits, mais ses cils étaient humides. Elle avait pleuré dans son sommeil, ou peut-être avant de s'endormir. L'épithète que lui avait jetée son oncle en la quittant lui avait fait répandre quelques larmes. Il n'est pas d'homme, il n'est pas de femme qui soit toujours assez fort pour mépriser une opinion injuste, pour dédaigner une parole outrageante. La calomnie, même dans la bouche d'un insensé, peut avoir son amertume. Shirley ressemblait à un enfant qui, après avoir été méchant et puni, jouirait en repos du pardon obtenu. « Miss Kildare !» dit de nouveau la voix. Cette fois, elle s'éveilla. Elle leva les yeux et vit à son côté Louis Moore, non tout près d'elle, mais debout, à 3 ou 4 pas de distance. « Ah, monsieur Moore !» dit-elle. « J'avais peur que ce ne fût encore mon oncle. Lui et moi, nous nous sommes querellés. » Monsieur Simpson devrait vous laisser en repos. Est-ce qu'il ne voit pas que vous êtes rien moins que forte ? Je vous assure qu'il ne m'a pas trouvée faible. Je ne pleurais pas quand il était ici. Il est sur le point de quitter Fieldhead, dit-il. Il donne en ce moment des ordres à sa famille. Il est venu dans la salle d'études, où il a commandé d'une manière qui, je suppose, est la continuation de celle avec laquelle il venait de vous harasser. Est-ce que vous et Henri devez aussi partir ? Je crois, pour ce qui concerne Henri, que c'était la teneur de ses ordres à peine intelligible, mais il peut tout changer demain. Il est justement dans cette disposition où l'on ne peut pas compter sur sa consistance pour 2 heures consécutives. Je doute qu'il vous quitte avant quelques semaines. À moi, il a adressé quelques mots qui demanderont bientôt un peu d'attention et quelques commentaires, lorsque j'aurai le temps de leur en accorder. Au moment où il est entré, j'étais occupé par une lettre que je venais de recevoir de M. York, si occupé que j'ai rompu l'entrevue d'une façon quelque peu abrupte. Je l'ai quitté furieux. Voici la lettre. Je désire que vous la lisiez. Elle a trait à mon frère Robert. Et Louis regarda Shirley. Je serais heureuse d'apprendre de ses nouvelles. Est-ce qu'il revient ? Il est revenu. Il est dans le Yorkshire. Monsieur York alla hier à Stilbro à sa rencontre. Monsieur Moore ? Il y a quelque malheur ? Est-ce que ma voix a tremblé ? Il est en ce moment à Briarmans et je vais le voir. Qu'est-il arrivé ? Si vous devenez si pâle, je serais fâché d'avoir parlé. Il eût pu arriver un plus grand malheur. Robert n'est pas mort, mais grièvement blessé. « Oh, monsieur, c'est vous qui êtes pâle. Asseyez-vous près de moi. » Lisez la lettre. Laissez-moi l'ouvrir.
Miss Kildare lut la lettre. Elle disait brièvement que la veille, Robert Moore avait reçu un coup de feu de derrière le mur de la plantation de Mildeen, que sa blessure était grave, mais que l'on espérait qu'elle ne serait pas mortelle. De l'assassin, ou des assassins, on ne savait rien. Ils avaient pris la fuite. Sans aucun doute, faisait observer M. York, c'était une vengeance. C'était malheureux qu'il se fût attiré la haine, mais on n'y pouvait rien. « C'est mon unique frère, Shirley, » dit Louis, au moment où elle lui rendait la lettre. « Je ne puis penser, sans être ému, que des misérables sont allés l'attendre et ont fait feu sur lui de derrière un mur, absolument comme sur une bête fauve. Prenez courage, espérez, il guérira. » Shirley, désireuse de le consoler, posa sa main sur celle de M. Moore placée sur le bras du fauteuil. Elle la toucha à peine, presque insensiblement. « Bien. Donnez-moi votre main, dit-il. Ce sera pour la première fois. C'est dans un moment de calamité. Donnez-la-moi. » Et, n'attendant ni consentement ni refus, il prit ce qu'il demandait. « Je vais à Briarmans, continua-t-il. Je vous prie d'aller jusqu'à la rectorerie et de dire à Caroline Elstone ce qui est arrivé. Voulez-vous ? Il vaut mieux qu'elle l'apprenne de vous. »« Immédiatement, » dit Shirley, avec une docile promptitude. « Dois-je lui dire qu'il n'y a aucun danger ? » ?»« Oui. »« Vous reviendrez bientôt m'en apprendre davantage ? » ?»« Je reviendrai, ou j'écrirai. Comptez sur moi pour veiller sur Caroline. Je verrai votre sœur aussi. Mais sans doute, elle est déjà auprès de Robert ? » ?»« Sans doute. Ou elle y sera bientôt. Au revoir maintenant. »« Vous aurez du courage, quoi qu'il puisse arriver ? » ?»« Nous verrons cela. » Les doigts de Shirley furent obligés de se retirer de ceux du précepteur. Louis fut obligé d'abandonner cette main serrée et cachée dans la sienne. « Je pensais que j'aurais eu besoin de la soutenir, » dit-il, en se dirigeant vers Briarmans. « Et c'est elle qui m'a donné de la force. Quel regard de compassion! Quel doux toucher! Aucun duvet ne fut jamais plus doux, aucun élixir plus puissant. Sa main était dans la mienne comme un flocon de neige. Elle frémissait comme l'éclair. 1000 fois, j'ai désiré posséder cette main, l'avoir dans la mienne. Je l'ai possédée. Pendant 5 minutes, je l'ai tenue. Ses doigts et les miens ne peuvent plus être étrangers. S'étant une fois rencontrés, ils doivent se rencontrer encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Donc, je divise en fait les vlogs lecture, je vais les faire en 2 fois parce que les chapitres sont un petit peu longs et qu'il faudrait que j'aille me coucher. Donc, j'étale un petit peu la lecture parce que sinon c'est long. Et ça va me permettre de reposer un peu ma voix parce que j'ai l'impression que je suis en train de choper la crève. Et comme c'est Robert qui a une grosse voix, et Monsieur York, je sais plus la voix que je lui donnais ailleurs, mais je me souvenais juste que Robert, il avait une grosse voix. Et donc, d'être un peu dans les fins fonds de mes cordes vocales, là, je sens que ça tire un petit peu. Ce qui est pas grave. De toute façon, là, je tourne encore en avance parce que on est mercredi 4 mars. J'ai déjà programmé les vidéos de ce week-end et j'ai tourné celle de la semaine prochaine. Et du coup, là, c'est celle de la semaine suivante. Est-ce que ça se sent que j'ai envie de finir vite ? En fait, je me souviens que j'avais eu cette espèce de précipitation. Je sais plus si c'était avec Raison et sensibilité ou Orgueil et préjugés. Il y avait à la fois l'envie de savoir la fin et de finir en fait un livre qui est long, parce que c'est long de lire, de passer des soirées comme ça depuis quasiment 6 mois, c'est long. Donc c'est vrai que j'ai hâte de finir. Mais j'ai hâte de savoir la fin aussi. Donc certes, ça prend son temps, je crois que je le dis toutes les semaines, mais j'aime bien. Et j'ai rêvé où Robert a dit qu'il était amoureux de Miss Elstone, de Caroline.
J'ai un peu plus de mal, en fait, comme il y a quand même pas mal de personnages entre Mr. Elstone, enfin, entre Mr. Elstone et Mr. York, j'ai du mal à me souvenir exactement quels sont les liens. Je pense qu'il y a des liens familiaux là-dedans, même si c'est des liens de cousinage un peu lointains. Mais il me semble bien que Caroline est pour Robert, donc, et la fratrie de Robert, une demi-cousine. Un truc comme ça. Il y avait une histoire de demi-sœur. Je crois. Peut-être par rapport à la fameuse Mary. C'était Marie dans le texte. Mais je me souviens plus exactement. Mais je crois que c'est quand même. Ils appartiennent à la famille élargie. Et je me demandais du coup, York, il fait partie de la famille ou ça? Parce que ça a pas l'air de beaucoup circuler. Hein, ça a l'air de rester des petits villages où les gens se marient entre eux. Et où ils vont pas trop. Ouais, en fait, ils bougent pas trop de l'endroit où ils sont nés et puis et où ils s'unissent et probablement où ils vont mourir. Je pense que ça se faisait quand même plus ou moins ça à l'époque. Il y avait moins de mobilité. Et bref, bah, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que déjà, donc Robert, il a obtenu ce qu'il voulait, à savoir que les convicts là, ils ont été condamnés à de la. Alors pour moi, ça se disait la déportation et là, c'est de la transportation. Je me demande si c'est pas un terme mal traduit, parce que c'est une traduction qui date un peu. Ouais, transportation, c'est un synonyme de déportation qui était vieux. Institution par laquelle les condamnés aux travaux forcés étaient transportés dans une colonie pour y effectuer leur peine. Bon, là, j'étais juste sur dictionnaire Le Robert. Le Larousse y rajoute système pénal impliquant le transport des condamnés dans un lieu lointain, peu peuplé et souvent insalubre, en vue soit d'y subir leur peine, soit d'y résider. En France, la transportation des condamnés aux travaux forcés s'est d'abord effectuée en Nouvelle-Calédonie, puis en Guyane. Elle a été abandonnée en 1942. Mais ça posait quand même la question de si t'as fait ta peine au bout de 2 ans, là, tu fais quoi? Tu reviens? Parce qu'à mon avis, ça coûte bonbon de se taper un trajet sur la moitié de la planète à peu près. Et peut-être qu'ils ont pas envie de se retaper un trajet qui dure si longtemps. Enfin, je sais pas, ça me questionne un peu. Donc Robert, moi j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu aller jusqu'au bout et faire condamner les convicts, mais qu'au passage, en passant par Birmingham et Londres, il a une connaissance accrue de la misère sociale, mais quand même que les agitateurs, il veut quand même qu'ils enfin qu'ils subissent leur peine. Parce que peut-être que la révolte était illégale. La révolte, est-ce qu'il y avait un droit de grève à cette époque-là? Le truc que je trouve intéressant, c'est que Robert comprend mieux sur un plan social qu'il y a vraiment des gens qui ont la dalle et que peut-être sur un plan un peu politique aussi, il y a des gens qui vont peut-être manipuler ces personnes-là. Je me mets un peu dans. Je ne le dis pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'affirme. Mais il comprend en fait que c'est peut-être plus facile de manipuler des gens qui ont la dalle parce qu'ils sont vulnérables et que du coup, c'est il a une pensée assez conservatrice, Robert. Je trouve. J'ai pas l'impression qu'il est là, oui, oui, bon, c'est bon, allez-y, pétez mes métiers. Il fait partie du patronat. Peut-être que il va y avoir une petite évolution par rapport à ça. Alors, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il a déjà demandé en mariage Shirley. Et je trouve qu'elle a agi de manière. Enfin, moi, je le vois vraiment très formel. Alors, si vous vous souvenez de la première déclaration d'amour et demande en mariage de Darcy à Elizabeth, c'est la scène sous la pluie dans le film, c'est à peu près une des scènes, une des demandes en mariage les plus horribles et mal foutues du monde, parce qu'il est hyper, il sait pas comment agir face à elle. Ça, c'est dans Orgueil et Préjugés, je l'ai pas dit, de Jane Austen. Je visualise un peu Robert comme ça, quoi. Euh,
ou comme un peu une demande en mariage très formelle, un peu à la Monsieur Collins dans Orgueil et Préjugés. Et ce qui fait que Shirley, elle a dû se dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait, etc. Et Shirley, vu qu'elle est quand même attachée, on est bien d'accord, elle est attachée à Philippe, comment il s'appelle son frère? Louis. Elle est attachée à Louis, le frère de Robert, et le fait que ce soit Robert qui vienne lui demander de l'épouser, mais qu'elle a compris, gros comme une maison, qui cherche sa dot en fait, qui cherche ses revenus, parce qu'elle est la solution pour que lui, il puisse sauver son entreprise, évidemment qu'elle se vexe. Et en fait, je l'avais senti ce truc-là, moi, par rapport à Shirley, qui a, entre guillemets, deux défauts qui sont pas faciles à gérer en société. C'est qu'elle est belle, qu'elle a du charme, et qu'elle a de la thune. Donc, les hommes qui vont venir vers elle, est-ce qu'ils sont sincères? C'est pas facile à vivre. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de discours sur les réseaux sociaux, sur les privilèges et compagnie, mais clairement, des fois, je pense que les privilèges, ils sont très encombrants. Et j'ai l'impression que du coup, quand York il parle de Mary, j'ai l'impression que York il a un peu fait la paix avec le fait que bah, Mary c'est fini et que s'il avait été avec Mary, il l'aurait abandonné. Peut-être qu'il était trop jeune, je sais pas, ou il savait pas aimer à l'époque. J'ai plus le souvenir s'il est marié, York. Je suis pas sûre. Je sais juste qu'il s'entend pas avec Elstone, mais je trouve ça intéressant. Le fait de je l'ai idéalisé, je l'aimais très fort, je l'aurais demandé en mariage, mais en gros, ça aurait pas duré. Peut-être qu'il savait pas aimer, peut-être qu'il ne sait pas aimer, peut-être quelque chose qu'il reconnaît comme ça. Et non, je vais revenir vite fait sur Shirley. Shirley, je pense qu'elle a éclaté en sanglots parce qu'elle est déçue par Robert et parce que quelque part, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Louis a été introduit, Caroline était là, il me semble que c'était Caroline, qui voulait absolument voir Robert, sauf qu'elle a vu Louis et sur le coup, il me semble que les deux frères se ressemblent beaucoup physiquement, mais que Robert, il est plus beau, plus grande prestance, et que Louis, il est plus discret. Et Caroline, enfin non, Shirley, je pense qu'elle attend tellement que Louis vienne la demander en mariage que le fait que ce soit le frère qui vienne, mais en gros, elle trouve ça ironique. Et puis, elle en a marre, quoi. Donc, il l'a déçue parce qu'il vient la demander en mariage parce qu'elle a de l'argent. La situation la déçoit parce que c'est pas Louis qui vient la demander en mariage, mais Robert, un homme qu'elle estimait quand même et qui était quasiment une espèce de partenaire commercial. Et puis je pense qu'ils s'entendent bien, mais ils s'entendent pas bien pour se marier. Et peut-être qu'elle a pleuré aussi parce que je pense qu'elle a capté en fait que Caroline est très attachée à Robert. Elle est fine, Shirley. Je pense qu'elle est beaucoup plus fine que Caroline. Et j'ai trouvé intéressant la comparaison de York entre Mary et Caroline. Dire que oui, oh là là, enfin Mary, je pense qu'elle est très idéalisée dans sa beauté, etc. Un peu éthérée. Et que Caroline, en fait, lui ressemble. Caroline, c'est peut-être une beauté qui s'ignore. Ou peut-être une beauté qu'on ignore, qu'on ne remarque pas. J'aime assez l'idée. C'est le genre de fille qui est un peu la paysanne, si elle prend une douche, elle change de robe, ça y est, waouh, tout le monde la remarque. C'est un peu le Hermione a beaucoup changé cet été. Bref, ça me fait rire. Et bah très bien en fait qu'il soit pris un gros râteau, Pépère. Ça apprend l'humilité. Et je pense qu'il a eu une autre leçon d'humilité quand il était à Londres, quand il a assisté à la misère. Peut-être que ça va mettre des petites pièces là dans son esprit pour qu'il réfléchisse. Moi, j'ai vraiment compris qu'il était amoureux de Caroline, qu'il l'aime vraiment, mais que quelque part, en fait, je pense il va la demander en mariage là. Il y a vraiment le côté, bon, je me suis foirée avec Shirley, j'ai compris des trucs par rapport à l'entreprise,
Mais s'il y a de nouveau des révoltes, etc., je continuerai à les opprimer, enfin je sais pas comment le dire. Mais j'ai l'impression qu'il commence à changer et qu'il a pris une décision à l'égard de Caroline. En se disant, j'ai peut-être fait une connerie, quoi. Donc ça, c'est très bien. Par contre, vous avez compris comment la fin du chapitre? Bon, on va le savoir très rapidement parce que dès que je finis de causer, là, on va passer sur la journée suivante. Mais moi, je vais pas lire le chapitre tout de suite. C'est qui s'est fait tirer dessus? C'est Robert ou c'est Monsieur York? Je pense que c'est Robert, logiquement. Attendez, je vous redis juste les dernières... Lorsque le méchant périt, il y a des cris de joie. Le méchant passe comme le tourbillon. Il est envahi par la terreur comme par les eaux. L'enfer s'ouvre devant lui. Ah, et elle fait aussi que Shirley risque de se marier avec Nelly. Ah ah. Je la sens pas très motivée, moi, de se marier avec Nelly, Shirley. Pas du tout. Pas du tout. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue. A tout de suite pour le vlog lecture sur le chapitre 6 que je lirai demain pour ma part. Bisous, salut. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Donc on a fini le deuxième chapitre, donc le chapitre 6. Je trouvais que c'était long, c'est vrai que ça prend quand même bien son temps. Excusez-moi, je descends un peu le truc là. Ça prend bien son temps et c'est vrai que ça a tourné beaucoup autour du pot pour l'engueulade entre Shirley et son oncle, Mr. Simpson. Et par contre, elle le fait vraiment tourner en bourrique, hein. Je trouve qu'elle est... Enfin, elle est assez extraordinaire, je pense, pour quelqu'un de l'époque, parce que il y avait... Enfin, j'ai pas lu énormément non plus de livres du 19e siècle écrits par des femmes, mais quand on compare par exemple Shirley avec une Fanny de Jane Austen, il n'y a pas photo, hein. Mais en fait, le truc que je trouve dommage, mais ça c'est complètement lié à l'époque, c'est le fait que comme elle dit qu'elle veut décider par elle-même de son avenir, ce qui est tout à fait normal de notre point de vue du 21e siècle, Simpson, il la considère comme folle ou comme une femme de mauvaise vie, limite, ce qui lui a quand même demandé texto si elle avait déjà vu le loup. Hein. Bon, il l'a dit bien autrement et bien enrobé, mais c'est très fort ce qu'il a pensé. Et je pense que Shirley, comment dire, elle s'est documentée sur le sujet, donc elle sait plus ou moins ce que c'est. Je suis moins sûre du côté de Caroline, mais par contre, elle a quand même insinué que j'ai l'impression, je sais pas si elle faisait ça pour tâter le terrain ou pour essayer de placer gentiment l'idée de qu'elle va peut-être épouser un Moore, mais lequel. J'ai l'impression qu'elle a parlé justement de Moore, mais pour semer une petite idée dans l'esprit de son oncle. Donc elle est bien majeure. Je sais plus quel âge elle a, 20, elle doit avoir 21 ans. Je sais plus. Je m'étais posé la question au moment de l'âge de la majorité chez les femmes en Angleterre au 19e siècle et j'ai pas trouvé. Mais bon, j'ai pas cherché très longtemps non plus parce que j'ai cherché pendant que je tournais un vlog lecture. Et oui, j'ai l'impression qu'elle est à la fois elle veut faire tourner en bourrique son oncle, qu'elle est vraiment dans un foutez-moi la paix, en gros je fais ce que je veux. Et aussi qu'elle essaye plus ou moins de placer le nom de Moore pour commencer à semer la petite graine de bah, je vais sans doute épouser quelqu'un qui sera d'une autre classe sociale que moi. Et je suis pas sûre, je sais pas si on est tout à fait dans la petite gentry. Si vous vous souvenez, en fait, Jane Austen par exemple, elle écrit quasiment que sur la petite gentry, qui sont des propriétaires terriens qui ont un titre, un titre terre généralement, mais c'est des petits propriétaires terriens, c'est vraiment à fond les gens de Orgueil et Préjugés, où je voyais aussi, si vous avez vu la série Paul Dark,
bon, pour tout vous avouer, j'ai repris un tout petit peu la série Poldark parce que j'avais envie de... J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Ross et Demelza. C'est une très jolie histoire, je trouve. Poldark, si vous voulez, c'est le fils unique d'un deuxième fils. Et ce qui veut dire que le grand château, la grande fortune, tout ça, c'est parti à la branche supérieure, donc la branche des premiers fils. Et Ross, en fait, quand il revient, il a une maison pourrie, des terres qui sont en jachère, une mine qui est fermée. Il revient de la guerre, où il était réputé mort. Il revient, il y a tout qui tombe en ruine, et son père est mort, et sa fiancée est fiancée à un autre, et il va épouser un autre. Donc il est ravi, il est content. Surtout qu'il a failli mourir à la guerre outre-Atlantique, donc il revient dans sa petite Cornouailles natale, et c'est vraiment la grosse merde. Et bref, j'étais assez fascinée, mais bon là c'était l'interprétation de la série télévisée, l'adaptation. Ross, si vous voulez, il a des domestiques, il a des serviteurs, mais il a une toute petite maison. En fait, je suis même pas sûre que... Si, il y a un étage. Mais c'est une maison, c'est une maison. C'est... Enfin, s'il y a quelques objets de valeur, il y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, au tout début, en fait, il est tellement fauché que il revend la montre de son père, il revend des bougeoirs en argent, des choses comme ça, avant d'emprunter de l'argent à la banque pour pouvoir redémarrer, parce que il a des métayers qui ne sont pas payés, donc qui doivent travailler la terre et compagnie. Et je suis en train de digresser à mort là. Tout ça pour dire que... Pardon, je suis en train de digresser à mort. Mais oui, Shirley, elle a l'air quand même d'être plutôt bien établie et d'avoir plutôt une fortune. Ce qui n'est pas le cas du tout de Louis Moore. Parce que Louis, il est condamné, entre guillemets, à devoir travailler. Robert, il est plus ou moins dans l'industrie, donc, enfin, industrie dans l'artisanat, industrie, enfin, il fait, il fabrique des choses. C'est pas la même classe sociale, ce sont des gens qui travaillent, alors que les nobles ne travaillent pas. À moins qu'ils soient vicaires éventuellement, c'est plutôt pour les seconds fils, etc. Et bref, c'est quand même une sacrée, hein. Parce que moi j'imagine, j'aimerais trop voir une adaptation de Shirley en fait. Parce que je pense qu'avec une adaptation, ils auraient un peu coupé les longueurs, parce honnêtement, il y a des longueurs. C'est long, c'est vraiment long. Je comprends que ça fasse un peu, que ça puisse vous faire suer, mais j'ai l'impression un petit peu, je sais pas si c'est le premier livre qu'a publié Charlotte Brontë, pardon, parce que hier j'ai regardé un petit peu ce qu'elles avaient fait, les trois. Donc Émilie Brontë, c'est que les Hauts de Hurlevent en roman. Et Anne et Charlotte en ont écrit 3 ou 4 chacune. Il y en a qui m'intéressent bien d'ailleurs. Et bah ça me donne envie de lire. Mais de toute façon, j'ai prévu, je pense que je les lirai tous sur la chaîne, mais pas tous dans l'immédiat non plus. Mais Jane Austen, Jane Eyre, j'ai beaucoup envie de le lire. Parce qu'elle a un sacré caractère aussi, Jane Eyre. Jane Eyre, c'est un petit peu, au niveau du caractère, c'est un peu une Shirley, mais qui est pauvre, mais qui a, non, elle a quand même la retenue de Caroline, mais elle a le potentiel de grande gueule de Shirley, je trouve, Jane Eyre. Après, c'était des frangines, donc elles devaient tout le temps se voir les unes les autres et tout ça, mais... Et il y avait des romans qui étaient un peu plus autobiographiques, comme Le Professeur et Villette, il me semble, parce que Charlotte Brontë, elle est partie un moment en Belgique où elle a travaillé comme enseignante, il me semble, enfin, pour apprendre la langue, et ensuite elle a travaillé comme enseignante. Elle y a été avec Émilie, qui n'est pas restée bien longtemps parce que Émilie c'était un chat sauvage. Et Charlotte Brontë est tombée amoureuse du professeur.
Et a priori, il n'y a sans doute pas eu grand-chose entre eux, parce qu'il était marié, etc. Et que ça se faisait pas, quoi, à l'époque. Enfin, ça devait se faire quand même, mais ça se faisait pas. Et on a... Enfin, les biographes ont une espèce de petit doute, en fait, si c'est vraiment passé quelque chose entre eux ou pas. Et ce professeur-là était quelqu'un de très froid, a priori. Donc peut-être que Charlotte lui a un petit peu envoyé des signes, parlé, essayé de, de lui faire comprendre qu'elle était amoureuse et en face elle avait un mur, quoi. Donc c'est ce que j'ai retenu. Mais bref, tout ça pour dire que bon bah elle a repoussé Philippe Donnelly. Je pense elle a mis beaucoup de temps à écrire la lettre, enfin à répondre à la lettre de... Non, il lui a fait sa demande dans le parloir, comme disait son oncle. Et Shirley, elle a mis du temps à lui écrire une lettre pour lui répondre, parce que je pense qu'elle essaye à la fois de ne pas le vexer, donc de parler de manière, enfin de dire non, mais d'une manière qui soit pas trop brutale non plus, parce que j'aime bien comment elle a parlé des hommes, justement, qu'elle cherche quelqu'un pour la contenir, la maîtriser. Je sais pas. C'est comme si c'était une femme qui a grandi à la mauvaise époque. Je sais pas si vous avez un peu cette impression-là par rapport à Shirley. Euh, j'ai un peu cette impression. Je pense qu'une Shirley dans un... dans... Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Caroline aussi. Je trouve que le petit quatuor, là, avec Louis aussi et Robert, ils sont top, ces personnages-là. J'ai l'impression que Elstone et York sont à peu près pareils. Enfin, et Elstone, York et Simpson, tous les vieux, quoi. Ils sont un peu à vouloir s'imposer, puis à savoir, en fait. Ils savent, et puis les autres, ils savent pas. Un peu ce genre de truc. Et... Mais Shirley, je trouve que c'est un personnage qui a une sacrée ampleur. Je trouve qu'elle m'inspire, en fait. Caroline aussi. Et bref, donc, on a eu des nouvelles de Robert, qui s'est pris une balle. Et a priori, enfin ils espèrent très fort que ce ne soit pas mortel. Donc je vais vous laisser avec ça pendant une semaine. Je tourne en avance là en plus, ce qui veut dire que moi si je veux, je prendrai de l'avance encore et je saurai. Mais j'avais déjà eu le coup, mais je sais plus avec quel bouquin que je trouvais qui durait longtemps. Je pense que c'était Raison et Sensibilité, où à la fin je les ai rushés et j'ai tout enregistré quasiment d'un coup. Mais là je mourrais de soif. Enfin bref. Euh, il reste plus grand chose. Si vous voulez que je vous dise, on est à 70% du deuxième tome de Shirley. Donc il reste vraiment pas grand chose. Et je crois qu'il reste 7, 8 et 9, 10. 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Il reste... je sais pas compter. 63 pages. 62 pages à la louche. Donc ouais, 3 dimanches. Je ferai vraiment une grande pause après. Je pense que je ferai facile 15 jours. Alors, je me tâte très fort aussi, mais je pense que je mettrai un post. En fait, j'ai fait un listing de contes que je pouvais lire, donc des trucs qui soient libres de droit, des contes qui soient pas trop courts parce que sinon c'est trop rapide et on retient rien. Des contes ça peut être du conte merveilleux, ça peut être des contes étrangers, etc. Et j'ai fait une grande liste aussi de romans. Je vous montre les contes. Les contes, on a ça. Les romans, on a ça. C'est romans, nouvelles et pièces de théâtre pour le dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi prochain pour je ne sais pas quoi parce que je tourne un petit peu en avance. Samedi prochain, je pense que ça y est, c'est fini pour la dimension fantastique, donc il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien pendant quelques temps le samedi. À moins qu'éventuellement je trouve un petit truc, mais je suis pas sûre. À voir. Et donc là, il nous reste 3 dimanches pour Shirley. Donc passez un très bon dimanche et à tout bientôt. Salut!